Rosa, voilà, j'avais répété hein, toute la pause et je me suis trompée, il y avait une chose sur deux. Alors, oui, alors je voulais poser une petite colle, j'en profite. Qui joue de l'Airban. Donc, on offre une mini viennoiserie parmi celles qui restent à ceux qui savent ce que c'est que l'Airban. Non, mais c'est de la tricher. Ah oui, c'est écrit. C'est pas écrit, non, mais c'est pas écrit. Juste l'image, elle est un peu. C'est pas très. Non, c'est pas évident. C'est une courge. C'est une courge. Bon, ça joue de la courge. C'est. Ouais, il n'y a pas tellement de traduction, donc je ne saurais pas. Un instrument kurde, c'est ce que vous aviez dit à l'époque. Ouais. Alors, quand j'ai perdu. Ouais, j'ai perdu la souris. Putain, il n'est pas là-dedans. Ouais. Dans le dossier. Ouais, cause la pierre. Ah, bien. Ah, c'est bon. Numéro 9. À vous. Merci. Voilà. Ok. Du coup, bonjour à tous, je suis Rosa Sibassi et je vais vous présenter donc mon sujet, l'étude cinétique des cicatifs historiques sur les peintures à l'huile noire. Et je suis encadrée par Elisabeth Ravon. Alors, tout d'abord, je vais vous faire une petite introduction et puis je vais vous présenter les matériaux que je vais utiliser et comment je les ai déterminés. Ensuite, je vais vous présenter le protocole expérimental et puis on va discuter des résultats avant de conclure. Du coup, la peinture à l'huile, elle apparaît au cours du Moyen-Âge et surtout au début dans les pays nordiques parce que ça permettait de protéger, la peinture de l'humidité. Et par exemple, dans les pays plus autour de la Méditerranée, ils continuaient à utiliser des peintures aqueuses à tempéra. Et ça va être au 15e que ça va vraiment se répandre dans toute l'Europe. Du coup, l'avantage de cette peinture à l'huile, c'est que ça facilite des mélanges, permet un tracé souple et allonger des coups de pinceau, et elle permet de faire des effets de transparence comme des glacis. Mais la limite de ce type de peinture, c'est que ça sèche pas vite. Et ça peut être dû à plusieurs choses. Ça peut être, c'est surtout dû au fait que c'est à l'huile, mais par exemple, les différents pigments ou les différents types d'huile utilisés peuvent être des paramètres déterminants. Et par exemple, le pigment noir est connu pour ne pas sécher. Ainsi, donc, pour contrecarrer ce problème-là, les maîtres ils vont écrire différentes recettes pour produire une huile soit avec un additif dedans peut-être ou un traitement de l'huile qui va permettre à la peinture au final de sécher plus vite. Et donc moi mon objectif ça a été de reproduire les peintures noires anciennes et puis de suivre leur séchage. Donc tout d'abord, quels sont les matériaux que je vais utiliser pour pouvoir reproduire les peintures noires? Alors pour déterminer ces matériaux, j'ai dû faire une recherche bibliographique pendant laquelle j'ai pu compiler une douzaine de traités et de manuscrits anciens. Donc ce sont des traités, des manuscrits qui contenaient des recettes, tout simplement, des recettes de peinture, des recettes d'huile, etc. Et donc j'ai pu les classer dans tous les siècles différents. Donc on part du 14e jusqu'au 17e. Du coup, j'ai pu compiler avec toute cette recherche-là différents pigments, différents cicatifs anciens. Et donc là, on voit qu'on a différentes classes. Donc pour les pigments noirs, souvent c'était une matière organique qui pouvait être calcinée. Donc par exemple le charbon de bois, les œufs calcinés, le noir de fumée qui est une combustion de CO2 et par exemple des noyaux de fruits calcinés aussi.
Pour les cicatifs anciens, là, on a beaucoup de choses qui sont très différentes. On retrouve les œufs calcinés, on peut trouver de la pierre d'Alain en poudre, on peut retrouver de l'acétate de cuivre, du sulfate de zinc et aussi énormément de composés chimiques qui contiennent du plomb. Et donc, le liant que moi je vais employer pour reproduire les peintures, ça va être l'huile de lin, parce que dans les sources, elle était vraiment prédominante. C'est-à-dire que, par exemple, dans les traités, on parlait, les trois huiles qui étaient souvent mentionnées, c'était l'huile de lin, l'huile de chanvre et l'huile de noix, mais l'huile de lin, c'est celle vraiment qui ressortait tout le temps. Alors, au niveau du traitement de l'huile, par exemple, dans le manuscrit de Ketam, il faisait cuire l'huile pour pouvoir la rendre plus cicative. Donc, il disait « The oil should be first placed on the fire and suffered to boil ». Pareil pour le manuscrit de Strasbourg, c'est encore une fois cette mention de faire cuire l'huile, c'est-à-dire place it for 4 days, pour la chauffer. Ensuite, il y a aussi cette notion de vieillissement pour De Ketam, encore une fois, l'huile, the older the better, c'est-à-dire plus elle est vieille, meilleure elle est. Pour la production de l'huile, dans le manuscrit de Bologne, je vous ai mis un extrait, mais en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il faut, il faut faire humidifier les graines, il faut les faire, ensuite il faut les écraser pour en retirer l'huile. Alors, pour le côté chimie, l'huile de lin, en fait, c'est composé de plusieurs triglycérides qui sont différents. En gros, c'est un glycérol et 3 acides gras linéaires qui peuvent être différents. Comment ça va être l'acide laurique, myristique, palmitique et stéarique. Et bon, c'est en gros, pour dire l'un à 12 carbone, l'autre à 14, 16 et puis 18. Mais ça va être les acides stéariques avec une double liaison, 2 doubles liaisons et 3 doubles liaisons, qu'on appelle autrement acide oléique, acide linoléique et acide linolénique, qui vont être vraiment les plus répandus pour l'huile de lin. Ensuite, les pigments. Alors, nous, on est parti sur le noir d'ivoire et le noir de fumée. En gros, les deux ont une forte concentration de carbone. Bon, le noir de fumée, c'est du carbone amorphe pur, tandis que le noir d'ivoire, lui, il a de l'hydroxyapatite, autrement dit du phosphate de calcium. Donc, il est fabriqué en faisant une calcination de déchets d'ivoire ou d'os qui sont bien dégraissés, tandis que pour le noir de fumée, c'est une combustion ou une décomposition thermique d'un hydrocarbure, donc par exemple de l'acétylène. On peut voir justement en bas les différentes nuances. C'est-à-dire que le noir d'ivoire, il va être plus chaud, tandis que le noir de fumée va être un peu plus froid. Et donc, De Mayerne a dit du noir d'ivoire, le bon et excellent noir, ça doit faire une substance osseuse blanche extrêmement compacte. Et dans le De Arte Illuminandi, dans le 14e, il disait que toutes les couleurs sont fabriquées, c'est à savoir le noir fait de fumée de chandelle, de cire ou d'huile. On a sélectionné 5 cicatifs. Donc, tout d'abord, on a sélectionné l'acétate de cuivre, autrement appelé dans le Moyen-Âge le vert de gris. Donc, c'est un solide cristallin de couleur verte et il est obtenu en faisant une oxydation de cuivre sur lequel on va verser de l'acide acétique. Et donc, dans le manuscrit FR 640, ils disent que le noir à noircir et autres ne sécheront pas à l'huile si on émectoie du vert de gris. Ensuite, on a le sulfate de zinc, donc au Moyen-Âge, ils appelaient ça la couperose blanche ou le vitriol blanc. Donc, c'est un composé cristallin anhydre blanc qui est fait en faisant une réaction entre de l'acide sulfurique et du zinc métallique. Et donc, dans le manuscrit de Strasbourg, ils disent que pour faire une peinture qui sèche vraiment bien, un peu de blanc d'os ou de vitriol blanc doit être ajouté et mélangé. Ensuite, on a l'oxyde de plomb, la litharge. Donc, c'est une poudre fine de couleur jaune à orange. Donc, c'est une matière qui est inorganique et c'est en faisant la réaction entre du plomb fondu avec du dioxygène qu'on obtient de l'oxyde de plomb.
Donc de Mayerne, encore une fois, dit pour faire sécher le noir, prenez l'huile cuisée avec l'itage. Ensuite, on a finalement la terre d'ombre. Donc là, cette fois-ci, c'est un pigment naturel. Il était aussi utilisé comme pigment. Donc c'est une ocre qui est riche en manganèse et elle vient de gisements d'argile. Et donc en Europe, ça va être Chypre et Italie. Et en gros, cette argile-là, elle est concassée, broyée et purifiée. Et donc, dans le manuscrit de Bruxelles, il est dit qu'une huile sécative se fait avec de l'huile de noix, avec de la terre d'ombre et du minium mis à ébullition. Et donc, une autre variante, ça va être la terre d'ombre brûlée. Et tout simplement, c'est de la terre d'ombre qui est calcinée. Le protocole expérimental. On a fait 3 séries pour pouvoir vraiment bien comparer tous les en paramètres. Donc, tout d'abord, on a fait une série d'huiles. La première huile, ou HA, qui est une huile ancienne, donc c'est une huile qui a été cuite pendant 2 heures à 120 degrés, qui est vieille de 15 ans. Ensuite, on a l'huile HC, qui est une huile cuite nouvelle, donc avec les mêmes paramètres que HA. Et puis finalement, l'huile de lin nouvelle, sans traitement thermique. Ensuite, on a une seconde série avec les pigments. Donc, on a fait de la peinture, donc 1 millilitre de HN, donc l'huile nouvelle, avec 0,1 g des pigments, donc noir de fumée et noir d'ivoire. Et puis finalement, on a fait une série finale, tout simplement prenant le noir de fumée qu'on a fait, par exemple, dans la série 2, et en y rajoutant 5% de désicatif, donc de l'acétate de cuivre, le sulfate de zinc et tous les autres. Voilà. Donc, je vais tout d'abord vous expliquer comment sèche l'huile. Donc, l'huile, le séchage, c'est une réaction qui va être spontanée. Et elle se décompose en 2 étapes, l'oxydation et la polymérisation. Ces 2 étapes-là, elles connaissent tout d'abord une période d'induction qui est due au fait que dans l'huile, il y a des antioxydants naturels. Ensuite, donc, cette oxydation-là, elle est enclenchée par les hydrogènes allyliques très réactifs qui sont donc voisins de double liaison. Donc, c'est les doubles liaisons des acides gras qui vont enclencher cette oxydation-là. Et en fait, ça va former, donc, comme on peut le voir dans l'image, ça va former des hydroperoxydes. Et donc, ça va permettre à des liaisons qui sont non conjuguées de devenir des liaisons conjuguées, donc ce qui est plus stable. Et en fait, ça va être le clivage des hydroperoxydes qui va permettre la polymérisation. Et c'est cette polymérisation-là, c'est-à-dire qu'on va former un réseau 3D très réticulé, et c'est ça qui va permettre au film de peinture de durcir. C'est important de comprendre comment ça sèche parce qu'en fait, on va comprendre comment les différentes bandes en IR vont évoluer. Donc nous, on a choisi la FTIR parce que justement, dans la littérature, on a pu trouver beaucoup, souvent, ils utilisent la FTIR et on a des bandes qui sont très caractéristiques pour l'huile de lin et comment elle sèche. Voilà. Donc, on a tout d'abord le pic à 3456, c'est le pic de l'oxydation. Donc, le pic de la formation de l'hydroperoxyde qui va se former et s'élargir. Puis, on a par exemple aussi le pic à 3011, qui est le pic des doubles liaisons cis non conjuguées et qui vont subir une extinction totale. Comme on a pu le voir là-bas, avec l'oxydation, les liaisons non conjuguées vont devenir conjuguées. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on peut expliquer le fait qu'il y a une extinction de ce pic-là. Voilà. Comme on peut le voir dans la figure numéro 4, on voit bien, vers 3500, on voit bien qu'il y a une espèce de bande très large qui se forme. Donc ça montre l'oxydation. Et puis à côté, on a le pic vers 3010 qui disparaît complètement. Ensuite, résultats et discussions. Pour pouvoir traiter les résultats qu'on a pu avoir avec la FTIR, on a eu 2 approches. Tout d'abord, on a fait tout simplement un diagramme. Ça veut dire que pour un échantillon donné, on a juste pris tous les spectres et on les a empilés pour avoir une évolution dans le temps. Donc en bas, c'est t égale à 0 et puis plus on monte, plus le temps passe. Puis, on a fait des diagrammes cinétiques grâce à un logiciel qui s'appelle Orange Data Mining. Donc, c'est un logiciel d'exploitation de données, pardon.
Donc, c'est grâce à Marine Plot qui m'a fait un workflow. Donc, un workflow, en gros, c'est une série d'opérations qui vont permettre d'exploiter les données. Elle m'a donc donné un workflow qui m'a permis de faire des diagrammes cinétiques. Parce qu'en fait, on a utilisé des pastilles en KBR. Et le problème, c'est qu'on ne pouvait pas forcément on ne pouvait pas contrôler la quantité de matière qu'on mettait dessus. On prenait un pinceau, hop, on mettait dessus, et du coup, la quantité de matière, elle est aléatoire. Du coup, tous les spectres n'étaient pas pareils, ils avaient des intensités qui pouvaient être très différentes. En plus de ça, si on met une couche qui est un peu trop épaisse, vu que c'est noir, tout de suite, paf, le spectre en transmission, il tombe complètement. Et du coup, elle m'a fait un workflow en fait, qui m'a permis de normaliser l'intensité pour pouvoir avoir des diagrammes de cinétique. Donc là, par exemple, c'est le diagramme de l'évolution du pic qui était à 3011, qui était donc celui des liaisons 6,6 non conjuguées. Voilà. Donc, on va commencer par la comparaison des huiles. Donc là, on peut voir, donc en bleu, on a l'huile ancienne. En rouge, on a l'huile cuite, nouvelle. Et en vert, on a l'huile nouvelle, donc qui est sans traitement thermique. Et là, on peut voir en fait que ça, finalement, ça va être le vieillissement qui va être le paramètre le plus significatif. Donc, si on compare la courbe HA et la courbe HC, donc celle qui est bleue et celle qui est rouge, on voit qu'il y a une énorme différence. Elles ont eu le même traitement thermique et c'est seulement l'âge qui fait cette grosse différence-là. Alors que pour HC et HN, oui, il y a une différence et l'huile cuite va sécher plus vite, mais ce n'est pas aussi conséquent que l'âge de l'huile. Ensuite, pour pouvoir comparer les pigments, on a pris, donc comme je vous ai dit, on a pris HN, on a fait les peintures noires avec HN. On les a fait avec HN parce que vu que c'est l'huile qui va sécher moins vite, on peut bien suivre le séchage. Donc si ça passait trop vite, on n'aurait pas le temps de bien prendre tous les spectres et faire un bon suivi. Donc là, tout simplement, on peut juste voir à 3456, on peut voir comment pour le noir d'ivoire, le pic à 3056 se développe tout de suite, presque instantanément. Là, les deux premières courbes, c'est un jour. Donc au bout d'un jour, on a déjà cette oxydation qui est très intense. Et on voit à la fin que effectivement, le pic est beaucoup plus prédominant que pour le noir de fumée, NF. Et donc, on peut le voir aussi avec le diagramme cinétique. Donc, en bleu, c'est l'huile nouvelle. Voilà, donc pour pouvoir comparer avec l'huile qui est toute seule. En rouge, on a le noir de fumée, donc le noir de fumée avec l'huile. Et en vert, on a le noir d'ivoire avec l'huile. Et donc là, encore une fois, on peut vraiment voir qu'il n'y a même pas de période d'induction. Enfin, il y a une période d'induction, mais qui est très, très petite pour le noir d'ivoire, alors que pour le noir de fumée, c'est vraiment, il y a une période d'induction qui va durer environ 60 heures, alors que pour le noir d'ivoire, ça dure environ que 24 heures. Mais on peut voir quand même que le pigment noir de fumée a un impact parce que le temps d'induction est réduit presque à moitié que par rapport à l'huile nouvelle. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux pigments-là contiennent du carbone, mais le noir d'ivoire, lui, contient également de l'hydroxyapatite. Donc, on peut conclure qu'en fait, c'est l'hydroxyapatite qui va vraiment permettre au pigment de sécher plus vite. Ensuite, on va comparer les cicatifs. Donc là, je vous ai mis en gros tous les cicatifs avec le noir de fumée pour pouvoir voir pour pouvoir les comparer. Donc là, c'est en gros, mais il est plus intéressant en fait de les diviser en deux parties. Dans les deux, il y a encore le noir de fumée, mais cette fois-ci, on a divisé les cicatifs en deux classes. En fait, on a les cicatifs j'essaie de comprendre. Attendez, à votre gauche, qui sont les moins cicatifs. Donc, on voit vraiment qu'ils suivent l'allure du noir de fumée qui est en rouge. Tandis que de l'autre côté, on voit qu'il y a quand même une grosse amélioration. Ça veut dire que
l'exponentielle, elle va beaucoup plus vite et le temps d'induction est beaucoup plus court. Donc, à gauche, à votre gauche, on a donc le sulfate de zinc et la terre d'ombre. Et à droite, on a donc l'oxyde de plomb, l'acétate de cuivre et la terre d'ombre brûlée. La terre d'ombre brûlée, elle est comme une intermédiaire pour les deux classes, mais on voit vraiment que le vert de gris et l'oxyde de plomb vont vraiment accélérer le processus de séchage. Et puis, il est intéressant finalement de voir que, effectivement, la calcination de la terre d'ombre a quand même eu un impact par rapport à la cicativité, même si c'est pas gigantesque, mais il y a quand même une amélioration. Donc après, il faut quand même commenter sur le fait que tout ça, c'est fait avec une concentration à 5%. On ne peut pas dire que le sulfate et la terre d'ombre ne sont pas cicatifs. On peut juste dire que c'est des cicatifs qui sont plus lents, mais peut-être que pour activer leur cicativité, il faut une plus grande quantité. Et peut-être que pour le vert de gris ou pour l'oxyde de plomb, au contraire, il aurait fallu une plus petite quantité. Donc pour conclure, pour le liant, c'est le paramètre d'ancienneté qui va être le plus significatif, mais il faut aussi comprendre qu'on a fait ça à seulement 2 heures de cuisson à 120 degrés. Donc peut-être qu'il serait aussi intéressant de faire une étude où on prend la même huile et on la fait cuire à des heures différentes pour pouvoir voir si ça améliore la cicativité. Pour les pigments, le noir d'ivoire, il sèche beaucoup plus vite que le noir de fumée et on peut comprendre ça par le fait qu'il y a une composante inorganique en plus. On a pu donc diviser les cicatifs en 2 familles, donc les cicatifs qui sont plus puissants avec l'acétate de cuivre et l'oxyde de plomb, et les cicatifs qui sont lents avec le sulfate de zinc et la terre d'ombre. Après, c'est pas forcément dire que l'acétate de cuivre et l'oxyde de plomb sont meilleurs. En fait, tout dépend de ce que les peintres voulaient. Par exemple, si ça sèche trop vite en surface et pas en profondeur, et qu'après, une fois que les profondeurs sèchent, ça peut craqueler. Les cicatifs lents, au contraire, ils peuvent permettre aux peintres, s'ils se ratent, ils peuvent permettre de revenir sur leur peinture. Donc en fait, ça offre plusieurs options différentes aux peintres. Et donc, tout ça pour dire que donc, chaque cicatif peut avoir comment dire, des rôles différents. Finalement, donc, la FTIR, elle nous a vraiment permis de suivre les pics importants. Et pour faire des perspectives, il serait intéressant en fait de voir, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les différentes concentrations de cicatifs, parce que là, c'était trop restrictif. Et puis aussi, pour d'autres couleurs, est-ce qu'on peut utiliser d'autres cicatifs? Parce que cette fois-ci, on n'a fait que le noir. Le noir, on peut utiliser des cicatifs de plein de couleurs différentes, c'est noir. Mais par exemple, pour la laque rouge, on ne peut pas utiliser du vert de gris qui est de couleur verte. Ou sinon, par exemple, on peut voir que les peintres, quand ils avaient fait de l'oxyde, quand ils faisaient du blanc de plomb, ils ne pouvaient pas mettre n'importe quoi. Parfois, le sulfate de zinc, qui est un cicatif lent, c'est peut-être leur seule option. Voilà, donc ce serait intéressant de voir ça aussi pour cette recherche bibliographique et faire tout ce processus-là pour les autres couleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fond d'écran aussi psychédélique. Alors, des questions dans la salle? Alors, moi, j'en ai plein. Oui, vas-y. On va toutes les poser. Victor, Kylian. Je trouve ton travail super intéressant. Merci. Ça résonne beaucoup avec le travail d'études qu'on fait sur les encres d'imprimerie anciennes. Du coup, historiquement, il est dit que l'huile qui est le plus utilisée, c'est l'huile de noix. Je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, ça serait super intéressant de voir ça. Et effectivement, dans les encres, on retrouve beaucoup le cuivre dans les encres noires, la présence de cuivre et la présence de plomb. Donc ça confirme un petit peu ce que tu nous dis là en termes d'efficacité de cicatif. Donc c'est super intéressant. Oui. Aussi, j'ai pu voir beaucoup d'articles, par exemple, qui ont pu m'aider pour comprendre ce sujet-là, et souvent c'était sur les encres, quoi. Voilà. Mais bon, j'ai quand même essayé de pas trop m'étaler et rester vraiment sur les sources primaires et voilà, rester là-dessus en fait. Mais oui, souvent, les encres, ça revenait beaucoup. Ouais. Donc, très intéressant comme client pour merci beaucoup. Global. Et c'est clair que c'est complètement en dehors de ton sujet plus particulièrement, mais je pense que l'évolution de ces différents cicatifs et comment ils établissent un réseau de cartelures, par exemple, ça serait quelque chose d'extrêmement intéressant. En fait, justement,
Oui, répétez. Je répète la question. La question concernait la manière dont... Est-ce que non, je vais... Oui, allez-y. Donc, en gros, vous vous demandez comment est-ce qu'on pourrait étudier ça pour les craquelures. Donc, en gros, la difficulté, enfin, pas la difficulté, mais en gros, nous, on avait un support qui était vertical. Ça pour nos pastilles. Ça voulait dire que quand l'huile était fraîche, on ne pouvait pas faire de couches, plusieurs couches différentes. Donc ça, c'était un problème. Si on pouvait faire quelque chose avec une plus grosse épaisseur, sans que ça coule partout, effectivement, ça aurait été intéressant de voir en fait par rapport à la surface et par rapport au fond, comment est-ce que ça évolue. En plus, ce qui est bien avec la FTIR, c'est que ça passe par toutes les couches. Voilà, on se demandait pour est-ce qu'on utilise la TR, mais en fait non, parce que la TR, ça reste vraiment à la surface. Mais alors que là, avec la FTIR, vraiment, on aurait pu faire ça si on avait un support qui était adapté pour nos pastilles, quoi. Si on avait un peu plus de temps, c'est quelques années, quoi. Oui. Voilà, j'ai eu que 5 mois, donc... Nathalie. Moi, j'ai une question de process. Comment vous avez géré les vapeurs d'oxygène? Tout de suite. Alors l'huile, on l'a fait chauffer. Et oui, donc comment est-ce qu'on faisait pour gérer les vapeurs toxiques, les vapeurs toxiques d'oxyde de plomb dans l'huile? Il n'y avait pas d'oxyde de plomb dans l'huile. En fait, l'huile, on la faisait cuire avant de faire la peinture. Donc en gros, donc moi je suis partie dans un magasin bio, j'ai pris ma bouteille d'huile de lin vierge et puis je l'ai fait cuire pendant 2 heures comme ça. Voilà, c'est vraiment de la cuisine, quoi. Je l'ai fait cuire pendant 2 heures à 120 degrés. Et ensuite, je prends mon huile, une fois qu'elle est refroidie, tout va bien. Une fois qu'elle est froide, donc je la prends, je la mets et je mets les pigments, etc. Et là, je vais venir vraiment bien disperser. Mais en fait, tout se fait après la cuisson. Oui. Il n'y a pas de vapeur d'oxyde de plomb. Ouais. Avez-vous des questions? Moi, c'est vraiment très intéressant. Bon, sans doute parce que je comprends mieux. C'est pas que les autres présentations les témoins, mais c'est juste que je comprends mieux ce qui a été dit. J'ai plusieurs questions, mais on pourra en reparler après. En fait, toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire même huile, même état de chauffe, donc même état d'altération, etc. Vous arrivez à la conclusion que le noir d'ivoire sèche plus vite que le noir de fumée. C'est ça, toute chose égale par ailleurs. D'accord. Et alors, en fait, c'est ça. Ouais. En fait, ça veut dire qu'on avait exactement la même composition. Donc, quand je reviens, par exemple, sur donc les échantillons, donc on va vraiment, donc c'est de la même huile, donc huile qui n'est pas cuite, et c'est le même, oui, tout est pareil, c'est juste le pigment qui change. D'accord. Et c'est pareil pour les cicatives, on n'a pris que 5% de cicatives. Et justement, ça, c'était un peu limitant parce qu'on pouvait utiliser qu'une concentration avec le temps qu'on avait. Mais oui, quand je veux comparer un élément, tout le reste est pareil. Oui, d'accord. C'est pour ça que je vous pose la question pour le vérifier. Et alors, quand vous dites noir d'ivoire, c'est noir d'os? Oui, ça se vaut parce que du coup, le noir d'ivoire, c'est plus tellement, c'est plus tellement de rigueur parce que. Donc, ma question, c'est pourquoi vous ne voyez pas, où est-ce que vous voyez des bandes amides quand même en infrarouge? En fait, ce qui était pratique, entre guillemets, c'est que avec tous les pigments et avec tous les cicatifs, l'allure du spectre restait la même que pour l'huile. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment pu comparer ça. Donc en fait, et vous ne pouviez pas déconvoluer pour aller justement faire la part entre les différentes substances, la part huile, la part potentiellement les bandes amides. Pour le séchage, nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment à partir de, par exemple, la bande ester 1746. En fait, à partir de là, je pense que dans tout ce qui était le côté un peu plus massif où il y a plein de pics, peut-être qu'il y avait des choses qui se passaient, mais ça, on ne pouvait pas tellement voir. Mais pour les bandes, voilà. Mais pour les bandes qui nous intéressaient, nous, pour le séchage, qui était vraiment donc en dehors de ça, ça restait vraiment la même chose que lui. Il n'y avait pas de. Ouais. Je me permets une dernière. Il y avait une nécessité d'ajouter des cicatifs avec une huile cicativée. En fait, ça ne séchait pas. Là, si j'ai bien compris, c'est pas que ça sèche pas. Non, justement, ça sèche à des rapidités différentes. Dans lequel il y a souvent des cicatrices masquées. Donc, c'est pour ça qu'on a été prendre de l'huile alimentaire. D'accord. Vierge. Donc, on considère qu'elle est vierge. Oui, mais on peut penser que les artistes avaient utilisé une huile cicativée. Non? C'est ça, en gros. C'est ce que vous avez essayé de reproduire, d'accord. On voulait quand même repartir d'une huile vierge. Voilà, qui n'avait. Parce que souvent, c'est vraiment piégeux, mais moi, j'ai déjà trouvé des huiles avec du zirconium. Ah bah bien sûr, les huiles coupées, enfin toutes ces substances coupées. Mais en fait, il y a déjà des. Bien sûr, oui, c'est vrai pour toutes les substances.
D'accord. C'est le truc de base. D'accord. Le truc que tu peux mettre dans ta salade. Est-ce que vous avez une question? Bah là, justement, une huile cicatrice se fait avec de l'huile de noix, etc., Ouais. avec de la terre d'ombre. Mais ça, en fait, effectivement, parfois, quand ils faisaient l'huile, ils rajoutaient des choses. Mais nous, pour l'expérience, on ne pouvait pas faire et ça, quoi. On ne pouvait pas faire les deux en même temps. Oui, vous avez modélisé en simplifiant, bien sûr. On a simplifié au maximum pour pouvoir vraiment suivre ça et qu'on soit sûr de nos résultats. Il n'y a plus de temps. Vous en pouvez plus? Non, c'est pas ça. Pas de question. Est-ce que vous avez une question sur le noir, sur l'huile? Ah, j'ai pas... Merci alors. Merci beaucoup.